Alors, quand on parle d'euthanasie, on parle ici d'euthanasie telle que la loi belge l'autorise. Et là, comme vous le savez, la loi belge est une des premières au monde à avoir autorisé, dans certaines conditions, à la demande expresse du patient, à un médecin d'induire le décès du patient. Ce n'est pas du tout une fin de vie comme la plupart se passent en soins intensifs. Certaines euthanasies peuvent se passer en soins intensifs, mais ici on parle surtout de patients qui souffrent d'une maladie incurable et qui veulent que soit mis fin à leur souffrance. Cette loi belge est de 2002. Et comme marqué sur cette dia-ci, c'est vraiment une fin de vie intentionnelle à la demande du patient qui doit être à ce moment conscient et demander de manière répétée et volontaire le décès. Il faut que ce soit un patient majeur ou un mineur émancipé. Je pense qu'on a parlé dans la presse il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, de la possibilité éventuellement d'étendre la loi belge aux enfants. Mais enfin, à l'heure actuelle, on ne parle encore que de patients majeurs ou mineurs émancipés. Et il faut que le patient ait la capacité de discernement et qu'il juge sa maladie. Alors cette maladie peut être cause de souffrance physique, de douleur, mais également de souffrance psychologique. Et un certain nombre de patients demandent l'euthanasie pour des souffrances psychiatriques, voire des dépressions très sévères et incurables. Et certains psychiatres acceptent ce genre d'indication d'euthanasie. Vous savez aussi, je ne connais pas bien la loi d'euthanasie, j'en ai jamais fait, mais qu'il faut un délai entre l'acceptation par plusieurs médecins, dont le médecin traitant du patient, un médecin expert extérieur, et puis il faut un délai de 30 jours pendant lequel le patient a bien évidemment le choix de revenir en arrière sur sa décision et de la postposer. Alors, si on regarde un petit peu les chiffres du terrain de l'euthanasie en Belgique, donc la loi a été instaurée et les premiers cas ont été rapportés à la commission de l'euthanasie en 2002. Il y en avait 170 par année. Vous voyez qu'en 2015, j'ai vu les derniers chiffres qui étaient produits par la commission, il y a plus de 2000 personnes qui ont été euthanasiées et référenciées comme telles au niveau du registre national des euthanasies. Alors 2000 pour la Belgique, ça reste loin encore des chiffres de la Hollande. Vous voyez qu'en Hollande, en 2013, mais c'est encore plus maintenant, près de 5000 personnes ont demandé et obtenu l'euthanasie. Alors c'est très belge encore, il y a une grosse différence entre les Flamands et les Wallons. 80%, donc vous savez que 60% des Belges sont néerlandophones, eh bien 80% des euthanasies sont réalisées en néerlandais. Et c'est comme ça que le ministère se base pour savoir si le patient était néerlandophone ou francophone. Donc il n'y a que 20% des demandes d'euthanasie qui sont remplies en français. Je dis que c'est parce qu'on a une meilleure qualité de vie en Wallonie qu'en Flandre, mais bon, j'imagine que c'est pas tout à fait ça, mais ça représente quand même un gros nombre, puisque près de plus d'1% des décès en Belgique sont référenciés comme des décès par euthanasie. Et en 2005, donc c'est 3 ans après la mise en place de cette possibilité et de la loi de l'euthanasie, une patiente qui était suivie par le service de neurologie au CHU, qui souffrait d'un lock-in syndrome. Vous connaissez ces patients qui ont des lésions du tronc cérébral très sévères et qui ne savent s'exprimer avec le monde extérieur que par des mouvements, des mouvements des paupières. On appelle ça le syndrome le papillon, je ne sais pas comment ça. A demandé ce patient donc au CHU, a demandé une euthanasie, et je m'en souviens encore. L'équipe qui s'occupe des euthanasies au CHU nous a contacté, je pense que c'était le lundi, en disant voilà, on a une euthanasie demain. Le patient a demandé explicitement qu'on prélève ses organes, ce sera demain 10h du matin, est-ce que vous venez ? Et on n'y avait jamais pensé. Donc ce n'est pas une demande du tout qui est venue, et une idée qui est venue du tout de l'équipe qui s'occupe des prélèvements d'organes et des transplantations. C'est vraiment
le patient qui l'a demandé. Et puis, en quelques heures, on a réfléchi. On a pris conseil auprès du comité d'éthique et de son président, à l'époque, c'était le professeur Lamy. On a essayé d'évaluer, on n'a pas eu beaucoup de temps parce que le patient était en bout de course et donc on n'a pas pu postposer l'euthanasie. Si on avait dû réfléchir, rassembler le comité d'éthique, demander des avis à des juristes, ça nous aurait pris des jours et des jours. Mais on a réfléchi aux deux lois et aux problèmes éthiques que cela pouvait poser. La loi du don d'organes, vous la connaissez, on en a parlé, c'est 86, ça fait plus de 30 ans. En Belgique, la loi est une loi qui ne dit mot consent, comme on appelle opting out en anglo-saxon. Et il faut qu'en Belgique, 3 médecins distincts de l'équipe de prélèvement et de transplantation constatent le décès pour pouvoir le confirmer, ce décès, et permettre le prélèvement d'organes. Il y a aussi une loi qui s'occupe du don vivant, mais ici, clairement, on est en don cadavérique. Cette loi est une loi qui ne dit mot consent, mais qui donne aussi la possibilité à vous et à la population, à tout le monde, de dire, voilà, moi je veux qu'on prélève. Le registre, l'avantage du registre, quand on y est, c'est que quelque part, plus personne ne peut s'y opposer. Et ici, c'est à peu près le cas. C'est un patient qui a demandé de manière tout à fait clair que, sachant qu'il aura son décès dans les heures qui suivent, a demandé qu'on puisse prélever ses organes et que son décès, sa vie, sa fin de vie malheureuse, puisse permettre le prélèvement d'organes et donc la greffe de plusieurs patients. Alors vous connaissez les décès liés à la mort cérébrale. Ici, ce n'est pas le cas, puisque on n'a pas la possibilité de constater la mort cérébrale dans ces conditions. Et donc, le don après euthanasie, c'est clairement un don après mort sur base de critères circulatoires. Donc, on a parlé des donneurs en arrêt circulatoire, les décédés à l'époque. Et donc, ceci est devenu, les prélèvements après euthanasie, c'est devenu vraiment une nouvelle classe de la classification de Maastricht. À l'époque, ça n'existait pas. À Maastricht, c'était dans les débuts des années 90. Donc, ils n'ont pas pensé à la classe des dons après euthanasie. Mais maintenant, en Belgique et dans Eurotransplant, ce don est officiellement reconnu comme étant la classe 5 de Maastricht. Et bien sûr, il s'agit de prélever des patients décédés avec une déclaration de décès clairement établie. On ne prélève bien sûr pas des patients qui ne sont pas décédés. Au niveau du comité d'éthique, c'était l'observation du comité d'éthique de Liège, mais il y a d'autres comités d'éthique belges qui ont émis les mêmes idées. Il faut absolument s'assurer que les deux procédures, que l'euthanasie et le don d'organes, soient tout à fait séparées. Il faut que le patient demande d'abord l'euthanasie et une fois qu'elle est obtenue, qu'il demande le prélèvement des organes. Et il faut bien sûr que ce soit réalisé par des équipes médicales différentes. Alors, ce n'est pas si anodin que ça. J'ai reçu des mails, je suis président pour encore 2 mois de la Société belge de transplantation, et j'ai reçu des mails de personnes qui demandaient à être euthanasiées pour qu'on puisse prendre leurs organes. Mais des Américains, des gens qui n'étaient peut-être même pas malades, donc il y a des problèmes psychiatriques, des gens qui veulent mourir et donner leurs organes. Donc ici, c'est clair que ça doit rester dans le cadre de la loi de l'euthanasie et de tout ce qui est réalisé en Belgique pour des patients résidents belges et pas pour des gens qui voudraient mourir, voudraient se suicider et qu'on le fasse gratuitement en prélevant les organes. On avait aussi très peur du grand public parce que c'est difficile. Nous, professionnels, on avait un peu peur que cette idée de prélèvement après euthanasie soit mal perçue. Mais en fait, après un certain nombre de cas, la presse a été mise au courant, on a publié dans les revues scientifiques, et le professeur Isebart, qui est le chef de l'équipe d'Anvers, qui a réalisé le premier prélèvement après euthanasie, en a fait clairement l'annonce dans les journaux et même à la télévision. Il y a eu des témoignages en Flandre, et ça n'a posé aucune
aucun problème, en tout cas évident, et aucune opposition du grand public. Donc même en Wallonie, on en a parlé, et ça a l'air d'être tout à fait jugé comme acceptable par le grand public. Alors, dans les conditions pour qu'un prélèvement d'organes puisse se faire après euthanasie, il faut qu'on rencontre tous les critères médicaux du don d'organes. Et on va voir que la plupart des euthanasies sont liées à des maladies cancéreuses. Et bien sûr, dans ces conditions-là, il n'est pas question de prélèvement d'organes. Il faut que l'euthanasie soit réalisée en milieu hospitalier. Or, beaucoup d'euthanasies sont réalisées par les médecins de famille à la maison. Il faut que ça reste comme ça. Mais si quelqu'un veut donner ses organes, eh bien, à l'heure actuelle, c'est toujours en milieu hospitalier. Et il faut que ce soit sur, bien sûr, une volontaire de la part du patient et qu'il l'explique à sa famille pour que la famille comprenne que ce prélèvement se fasse à l'hôpital, que cette euthanasie se fasse à l'hôpital pour permettre le prélèvement et dans certaines conditions bien particulières. La question que l'on se pose maintenant est de savoir s'il faut informer de manière active les patients à qui a été accordée l'euthanasie, de les informer en disant, voilà, vous avez demandé l'euthanasie, elle vous a été accordée, et si vous le voulez, il y a moyen de prélever les organes. On n'en est pas là à l'heure actuelle, mais il y a une réflexion sur la façon dont on pourrait faire passer le message de cette possibilité et d'informer les patients qui ont demandé l'euthanasie. Alors en pratique, au CHU, ça se passe soit dans une salle tout près de la salle d'opération. Les 2 dernières fois que cette procédure a été réalisée, c'était dans la salle à côté de la salle d'opération aux urgences. Et donc, c'était pas dans une salle d'opération, puisqu'on veut aussi que la famille soit présente si le patient le désire. Une première équipe, qui est l'équipe qui s'occupe de l'euthanasie, avec le personnel de l'euthanasie de l'hôpital, vient s'occuper du patient qui sera euthanasié. On autorise bien sûr la famille. 3 médecins constatent le décès. Une fois que le décès est constaté, on demande bien sûr à la famille de sortir et le corps du patient est placé sur la table d'opération et on s'occupe du prélèvement d'organes, qui est un prélèvement tout à fait standard selon les prélèvements qu'on réalise chez les donneurs en arrêt circulatoire. Alors le professeur Isebart avait fait un peu le relevé de ce qui avait été réalisé dans ces conditions au CHU, et ceci, ça avait été présenté il y a 2 ans maintenant, donc les chiffres doivent d'avoir un petit peu augmenté, mais pas nécessairement beaucoup. Donc on a commencé les premiers cas. Cette première dia expliquait qu'il fallait différencier l'euthanasie du prélèvement, mais que la plupart que tous les centres de Belgique et les comités d'éthique avaient accepté. De la même façon, le décès doit être constaté par 3 médecins différents. On réalise de la même façon une no-touch. Pour ceux qui ont été au bloc opératoire lors d'un prélèvement en arrêt circulatoire, on demande une durée d'attente dans notre groupe de 5 minutes d'arrêt circulatoire avant de commencer le prélèvement d'organes. On peut prélever le foie dans ces conditions, on peut prélever aussi les poumons, les reins et des tissus comme les îlots de Langerhans du pancréas. L'allocation de ces organes se réalise via Eurotransplant de manière tout à fait classique. Et donc Eurotransplant a maintenant une classification particulière pour ces donneurs de classe 5. Et ces greffons sont acceptés dans tous les centres belges. Et vous voyez sur cette dia l'expérience de 10 premières années. Ce n'est pas beaucoup de procédures, c'est 21 donneurs. Et vous voyez qu'elles se répartissent et en Flandre, même dans les hôpitaux catholiques comme à la KUL. Anvers a la plus grosse expérience, et puis il y en a eu également à Namur et à Liège, 3 jusqu'en 2015. Voilà un petit peu la répartition par rapport au temps. Premier en 2005. Il n'y a pas une augmentation exponentielle. On ne demande pas qu'il y en ait une, mais
c'est une réalité du terrain de plusieurs fois par an. Alors les raisons de l'euthanasie pour ces patients étaient très particulières. J'ai dit que le cancer n'était pas une possibilité. Et c'était essentiellement des problèmes neurologiques, traumatisme dans 3 cas, sclérose en plaques, maladie neurodégénérative, et puis des maladies neuropsychiatriques et des dépressions. La VUB, par exemple, un gros centre de psychiatrie qui s'occupe de patients dépressifs et qui réalise chaque année un grand nombre d'euthanasies pour ces indications-là. Et donc, ce sont ces patients qui sont des candidats potentiels au don d'organes quasiment idéaux. L'anneau touch 3-5 minutes, bon, ça c'est des choses très techniques chirurgicales, mais vous voyez que ces 21 donneurs ont permis 84 transplantations, dont 40 reins, 20 foies, 14 poumons, et tous ces organes ont bien fonctionné. Donc la conclusion du professeur Isebart était de dire que c'était faisable, que les patients et les familles sont dans de nombreux cas très demandeurs. Ce sont des organes de bonne qualité et cela augmente quelque part je vais pas dire la motivation, mais ça fait comprendre à la famille que finalement le décès de leurs proches a servi à quelque chose et a permis de sauver d'autres personnes. Alors quand on regarde un petit peu les chiffres de l'euthanasie en Belgique en 2014 et en 2015, pour voir un petit peu ce que ça pourrait représenter comme nombre de dons potentiels, vous voyez ici que très heureusement, il y a peu de donneurs chez des gens, d'euthanasie chez des gens jeunes. Hein. Si on regarde en dessous de 40 ans, c'est rare. Je fais partie plutôt de la tranche de plus en plus basse, d'ailleurs, ça m'inquiète. Mais donc, si on regarde, on va limiter, si on prélève en dessous de 80 ans, mais vous voyez avec la ligne bleue que ça représente quand même près de 60% du don et de l'euthanasie, et que donc on a à peu près 66% des euthanasies qui pourraient être réalisées, qui pourraient être suivies d'un don d'organes si on se focalise sur le problème de l'âge. Par contre, pour le problème des indications d'euthanasie, eh bien, 2/3 des euthanasies en Belgique sont réalisées pour cancer et pour ces patients-là, il est exclu de pouvoir prélever. Par contre, 25 à 30% des euthanasies sont faites pour des maladies cardiovasculaires, pour des maladies pulmonaires ou pour des maladies neurologiques. Et donc, il y a dans ces euthanasies-là une possibilité d'augmenter un peu le don, la capacité de la population belge à donner des organes à ceux qui en ont besoin. Alors, ça n'a pas l'air beaucoup, mais si on dit que c'est à peu près 13% de 10 à 15% des euthanasies, ben il y a 2000 euthanasies par an en Belgique. Si on augmentait même que de 5%, si 5% de ces 2000 euthanasies pouvaient s'accompagner d'un prélèvement d'organes, ça fait 200 donneurs. Ça quasiment doublerait le nombre de donneurs qu'on a en Belgique. Donc ça, c'est pas énorme par rapport au nombre d'euthanasies, mais ce serait énorme au niveau du nombre de greffes qu'on pourrait proposer en Belgique, et ça lessiverait quasiment les listes d'attente. Donc en résumé de ma présentation, la Belgique a été le premier pays du monde à réaliser ce type de procédure. Donc la Belgique était le premier pays à donner la possibilité du don d'organes après euthanasie. Ça n'a pas posé beaucoup de problèmes éthiques ni légaux, et maintenant c'est réalisé dans tous les centres de transplantation. Mais ça doit être réalisé en milieu hospitalier, puisqu'on ne peut pas prélever des organes plus de 30 minutes après l'arrêt circulatoire, et donc ça doit être dans un milieu hospitalier. C'est pas facile localement, donc il a fallu quand même expliquer aux infirmières de salle d'opération ce qui allait se passer, puisqu'il y a des infirmières qui font partie des équipes d'euthanasie, et elles sont bien au courant de ce qui se fait en euthanasie. Moi, je ne suis pas du tout au courant des euthanasies, mais donc on a dû vraiment organiser les choses pour qu'il y ait du personnel qui ont l'habitude des euthanasies, qui s'en occupent, et puis des infirmières de salle d'op qui ont l'habitude des prélèvements pour s'occuper des prélèvements. Donc c'est un réel
une réelle solution au manque d'organes, avec des bons résultats pour les greffons, mais malheureusement, ça ne donne des solutions que pour les poumons, le foie et les reins. Et on se trouve de plus en plus avec un manque de donneurs de cœur. La liste d'attente pour les cœurs devient de plus en plus longue en Belgique. Et donc peut-être qu'un jour, on aura des systèmes pour récupérer les cœurs de ces donneurs-là avec des systèmes de perfusion. Mais ça, c'est un peu l'avenir qui nous le dira. Et je vous remercie de votre attention.